Vous sentez au plus profond de vous qu'il est temps de changer, de devenir enfin la meilleure version de vous-même? Dans cette masterclass exceptionnelle, Luc Baudin, expert reconnu en développement personnel et ancien médecin, vous révèle comment accomplir votre légende personnelle. Découvrez les secrets de la force de la pensée, les clés pour élever votre niveau vibratoire et des techniques éprouvées pour transformer votre vie. Pour assister à la masterclass, cliquez sur le lien en haut à droite de l'écran ou en description de cette vidéo. Mais ne pas dire à une femme, parce que vous avez une endométriose, vous n'aurez pas d'enfant. Ça, c'est faux. L'important, c'est savoir, est-ce qu'il faut intervenir? Et à ce moment-là, on enlève les zones qui sont endométrioïdes. Ou bien, si c'est plus avancé, est-ce qu'il faut maintenir un traitement qui supprime le phénomène des règles et donc l'inflammation pour ne pas avoir la symptomatologie douloureuse? Donc tout dépend de ce que veut la femme. Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous adresser aux femmes, les mamans et leurs filles, pour un sujet qui a tendance à se généraliser et qui s'appelle l'endométriose. Endo à l'intérieur, métriose, c'est mètre. Mètre, c'est pas le mètre pour mesurer, mais c'est le mètre qui s'appelle l'utérus. L'utérus. Or, c'est pas à l'intérieur de l'utérus, nous allons le voir, que les choses se passent, mais c'est à l'extérieur de l'utérus. Parce que, à l'intérieur de l'utérus, il y a ce qu'on appelle une muqueuse extraordinaire, qui est destinée à nous accueillir lorsque nous sommes un petit œuf humain, pour devenir un embryon en l'espace de 2 mois, et à partir de là, un fœtus, et puis un futur être humain, un enfant. Bien. Alors l'endométriose, qu'est-ce que c'est? C'est curieux parce que c'est une maladie dont on ne parlait pas il y a 40 ou 50 ans. On n'en parlait pas, peut-être de temps en temps, y avait-il quelques cas parce que les chirurgiens retrouvaient du tissu de l'intérieur de l'utérus au niveau de l'intérieur du ventre, sur un ovaire, sur le dôme de la vessie, sur la partie antérieure du rectum, parfois même sur les coupoles diaphragmatiques, où on trouvait un petit nodule, on prélevait, on envoyait ça au microscope en se disant « aïe aïe aïe, pourvu que ça ne soit pas du cancer ». Et la réponse était « c'est un fragment d'endomètre ». Un fragment de l'intérieur de l'utérus, on appelait ça endométriose. Saviez-vous que la qualité de votre relation avec votre mère détermine votre vie affective et que celle avec votre père conditionne votre vie sociale, professionnelle et même financière? Ce ne sont pas que des idées symboliques ou spirituelles, c'est une réalité énergétique, émotionnelle et je dirais même presque cellulaire. Tant qu'il y a du conflit, du rejet, de la tristesse ou du non-dit envers vos parents, votre vie reste bloquée dans certains domaines. La constellation intégrale, 100% constellant, est un format unique que j'ai créé pour aller libérer ces racines invisibles. Nous allons travailler profondément la relation à la mère, puis au père, au travers de sessions puissantes, incarnées et transformatrices. C'est une traversée qui vous reconnecte à votre puissance intérieure, vous ouvre à la paix en vous, vous sert à fluidifier vos relations et vous redonne les clés pour reprendre votre juste place dans votre vie. J'aurai le plaisir de vous faire vivre cette expérience unique et inédite, profonde et réparatrice, une journée intense, précieuse pour vous, pour vos enfants et pour tout ce qui dépend encore de votre histoire familiale. Je vous invite à retrouver toutes les dates, les villes et les lieux sur abctaupe.fr. J'ai hâte de vous retrouver pour une expérience inédite et mémorable. Alors cette endométriose s'est beaucoup développée à un point tel que même l'Assemblée nationale s'en était occupée, alors que, bon, vous avez, je ne sais pas s'il y a autant d'hommes que de femmes, mais il faut bien de temps en temps, quand on n'arrive pas à se décider sur des sujets qui concernent la vie quotidienne des Français, de nos compatriotes, alors on va essayer de partir sur jouer les toubibs, et on voit des députés qui jouent les médecins sur des sujets comme l'endométriose ou bien le phénomène régulier des règles que les femmes ont régulièrement et dont on sait qu'il s'agit de phénomènes tout à fait naturels, dits physiologiques. Alors aujourd'hui, nous avons donné comme thème avec Jean
le problème de l'endométriose et des cancers de l'ovaire, et vous me direz que vient faire Jean sur un tel sujet, vous allez voir combien c'est important parce qu'il s'agit d'inflammation. D'une inflammation, pourquoi? Parce qu'il n'est pas normal que du tissu de l'intérieur de l'utérus se trouve ailleurs que dans l'intérieur de l'utérus. Si vous trouvez du tissu à l'extérieur de l'utérus, eh bien vous avez une endométriose. Et comment cela se fait-il? Oh, nous avons maintenant beaucoup de notions qui sont à la fois des notions peut-être issues de l'embryologique, je dirais un petit peu théoriques, et puis des notions qui font partie de la mécanique fonctionnelle de l'utérus. Alors il faut bien comprendre qu'à partir de l'âge de la puberté, une jeune fille de 11 ans, 12 ans, 13 ans va avoir ce premier phénomène qui s'appelle le phénomène des règles parce que c'est régulier. Et que se passe-t-il? Bien, tout simplement, grâce aux sécrétions ovariennes qui sont des sécrétions hormonales, d'une part estrogène et d'autre part progestérone, eh bien, l'intérieur de l'utérus se prépare régulièrement à accueillir une vie nouvelle. Et ce n'est pas à 12 ans, à 13 ans, à 14, 15, 16 ans qu'on va conseiller à une jeune fille de se retrouver avec un embryon qui fait le nid, la nidation au fond de l'utérus. Bon, donc ça c'est un premier point. Et les jeunes filles le savent parce que leur maman ou leur grand-mère le l'ont expliqué. Eh bien, au moment du premier phénomène des règles, c'est l'intérieur de l'utérus, la muqueuse de l'intérieur, qui va se décoller comme une tapisserie qu'on décollerait d'un mur. Elle va se décoller de l'intérieur de l'utérus. Elle va se couper en petits morceaux sous forme cellulaire, donc des cellules de l'endomètre, qui vont en même temps se mélanger à un peu de sang. Effectivement, il y a du sang, mais les jeunes filles ou les femmes n'évacuent pas que du sang, elles évacuent du sang et des cellules de l'endomètre. Les unes sont vivantes et les autres ne sont plus vivantes. Pourquoi? Parce que comme nous avons des cellules qui ont un temps de vie naturel, eh bien, les cellules de l'intérieur de l'endomètre ont un temps de vie que je vous donne. C'est 21 à 30 jours ou 32 jours. On n'est pas à quelques jours près. Ça veut dire que, au-delà de ce temps, il y a un renouvellement. C'est le renouvellement mensuel, qu'on appelle aussi menstruel, parce que le mot menstru signifie évacuation de l'intérieur de l'utérus. Alors maintenant, vous allez imaginer que si les cellules de l'intérieur de l'utérus, avec le peu de sang qui les accompagne, vont hors de l'utérus, par où peuvent-elles passer? La réponse est simple. Si elles passent par l'extérieur de l'utérus au niveau du col utérin, elles vont s'évacuer naturellement par la voie vaginale. Et donc, on récupère sur une serviette hygiénique, sur une cupule, ou bien sur un tampon, on récupère cet élément-là qui est une sortie naturelle et régulière mensuelle. Si par contre, les cellules de l'intérieur de l'utérus vont ailleurs, par où peuvent-elles passer? Il n'y a pas de 50 orifices, il y en a 2. Un à droite et l'autre à gauche, au sommet de l'utérus. Il s'agit des orifices des trompes. Pourquoi parle-t-on de trompes? Parce qu'elles donnent l'impression non pas d'une trompe d'éléphant, mais d'un élément qui a une trompe, parce que d'un côté, il y a un pavillon qui ressemblerait presque à un pavillon de l'oreille, qui est le pavillon de la trompe, puis il y a 5-6 cm qui correspond à la trompe, qui arrive au niveau de l'utérus, et là, il y a un petit orifice qu'on appelle l'orifice tubaire, l'orifice de la trompe. Bien. Alors, normalement, que se passe-t-il dans le mois où la muqueuse utérine est vivante et prête à accueillir un œuf humain pour devenir embryon? Eh bien, tout simplement, au milieu du cycle féminin, grosso modo, 14e jour, un peu avant, un peu après, donc il se passe quelque chose de très simple. L'ovaire, ou les deux ovaires, vont libérer, ou va libérer, un ovule. Il y a un follicule qui a une sorte de conservation d'ovocytes,
Et ces ovocytes, eh bien, l'ovule va libérer un ovocyte qui va être attrapé par le pavillon de la trompe pour arriver dans la trompe. Et comment peut-il arriver au fond de l'utérus? C'est très simple. Dans la trompe, vous avez des petits cils musculaires, un peu comme les cils au niveau de mes yeux, sauf que mes cils ne sont pas des petits éléments musculaires, ce sont au niveau de la trompe des tout petits éléments musculaires qui ont un rôle particulier, c'est d'attraper l'ovule et de lui dire « Voilà le chemin, je vais te conduire au fond de l'utérus ». Et en chemin, peut-être trouvera-t-il ou trouvera-t-on un spermatozoïde de passage. Et si ce spermatozoïde est courageux et qu'il a envie d'avoir un petit garçon ou une petite fille, avec l'ovule, ils vont se marier dans la trompe. Et se mariant dans la trompe, eh bien, nous commençons notre vie humaine d'œuf humain dans la trompe de notre maman, à droite ou à gauche, peu importe. Et là, l'œuf va faire un petit chemin, c'est son premier voyage, il va en une semaine aller du milieu grosso modo de la trompe au fond de l'utérus pour faire le nid, la nidation. Voilà ce qui se passe tout simplement. Donc les petits cils musculaires de la trompe se contractent dans le sens du pavillon de la trompe jusqu'à l'utérus. Alors maintenant, vous allez imaginer tout simplement qu'ils se contractent dans l'autre sens. Ça veut dire quoi? Bien, ils vont se contracter depuis l'utérus jusqu'au pavillon de la trompe. Le pavillon, il est ouvert exactement comme mon oreille avec un orifice. Bien. Donc, si vous avez des cellules qui sont à l'intérieur de l'utérus, qui appartiennent à l'utérus, à la muqueuse utérine, avec un peu de sang, qui arrive dans la trompe et qui stimule la petite musculature de la trompe, automatiquement, ces cellules vont arriver vers le pavillon de la trompe, vont sortir du pavillon par l'orifice et vont tomber sur le premier élément qu'ils trouvent à côté, ça s'appelle l'ovaire. Et là, il va y avoir un endométrium ovarien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ovaire vont se greffer des cellules de l'endomètre. Et ces cellules de l'endomètre, si elles sont mortes, pas de problème. Mais si elles sont vivantes, elles se greffent. Elles se greffent, pourquoi? Parce que l'ovaire a une capacité vitale extraordinaire pour recevoir une cellule vivante et faire que cette cellule vivante se multiplie. Se multipliant sur l'ovaire, eh bien, ça peut irriter l'ovaire. Ça peut l'irriter parce que c'est pas son rôle d'avoir des cellules endométriales sur l'ovaire. Mais de l'ovaire, la cellule peut tomber sur la vessie qui est à côté, tomber sur l'intestin grêle qui est à côté, et lequel intestin grêle, avec les 5 à 6 mètres d'intestin grêle qui circulent en permanence, à un moment, l'anse intestinale caresse l'ovaire, il s'avère qu'il y a une cellule endométriale, elle se greffe sur la périphérie de l'intestin, et un quart d'heure, 1 heure après, l'anse qui caressait l'ovaire à droite, par exemple, elle est déjà à gauche, pas loin de la rate, au-dessous du diaphragme. Tout à fait possible. Donc le danger, c'est que cette endométriose qui était seulement ovarienne va devenir une endométriose qui va aller, qui la vessie, qui le rectum, qui l'intestin grêle, qui même jusqu'au-dessous de la coupole diaphragmatique et parfois cellule vivante qui va traverser même au niveau de la coupole diaphragmatique pour arriver dans le thorax. Vous vous rendez compte? Jusque dans le thorax, on va trouver des cellules endométriales. Alors vous me direz, mais comment se fait-il que des cellules sanguines plus des cellules endométriales se retrouvent à aller dans un reflux, parce que ça s'appelle un reflux tubaire, au lieu d'aller dans le bon sens, la trompe se contracte dans le mauvais sens. Première raison, le sang est ce qu'on appelle en chirurgie un péristaltogène. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, péristaltogène? Ça veut dire que le sang, quand vous avez du sang dans l'intestin, parce que votre estomac saigne, eh bien, si votre estomac saigne un tant soit peu, 5 minutes après, ce sang, il est en bas à la sortie.
Ça veut dire qu'il a distingué, il a créé une musculature intestinale qui s'est mise à contracter à toute vitesse parce qu'elle ne l'accepte pas. Elle lui dit « tu sors ». Mais en même temps que tu sors, elle va le digérer parce qu'il y a des enzymes pour le digérer et ça va s'appeler ce qu'on appelle un méléna. Ça sent très mauvais, c'est très désagréable et dans un service de chirurgie, quand un malade a ce qu'on appelle une hémorragie digestive avec un méléna, eh bien, on le sait à l'odeur, le diagnostic est fait immédiatement, vous n'avez pas besoin d'appeler les pompiers, vous le savez tout de suite. Au niveau de la trompe, le sang qui vient de l'intérieur de l'utérus et qui normalement doit s'évacuer par les voies naturelles, ce sang-là va stimuler la musculature très fine de la trompe qui va se contracter en sens inverse, reflux tubaire. C'est-à-dire que le sang stimule la contraction intestinale qui amène la cellule vivante de l'endomètre pour aller se greffer sur l'ovaire et de là ailleurs. On parle d'endométriose. Et quand la femme a une endométriose, eh bien, elle a mal. Et elle a mal quand? Elle a mal quand justement ces cellules de l'endomètre se multiplient au moment où le cycle fait que elle devrait sortir, elle ne sort pas. Donc, elle se multiplie et elle crée de l'inflammation. Ça fait mal dans le bas-ventre. On va faire des examens surtout radiologiques. On fait une IRM qui dit oui, il y a de l'endométriose à tel ou tel endroit de la partie basse du corps, ce qu'on appelle le pelvis, sur la vessie, sur l'intestin, sur le rectum, sur l'ovaire. Bon. Et donc, le gros problème, c'est celui de la fécondité. Pourquoi? Parce que pour calmer les douleurs, la seule solution, c'est tout simplement de vous donner un traitement hormonal qui va arrêter votre cycle. Et comment je peux arrêter un cycle féminin? C'est extrêmement simple. Il suffit de le copier. Vous allez le copier. De quelle façon? Vous allez remplacer les estrogènes que fabriquent les ovaires et la progestérone par d'autres estrogènes et d'autres progestérones qui sont des produits fabriqués synthétiquement par l'industrie chimique et qui le fait très très bien, qui copie, mais attention, à des doses qui sont 20, 30 à 50 fois les doses des hormones fabriquées naturellement par les ovaires. Donc, le cycle, on va le supprimer. En supprimant le cycle, fini les douleurs. Et la femme est contente, et elle a bien raison. Et puis il arrive un moment où elle dit « Oui, mais moi je voudrais bien avoir un bébé ». Alors on lui dit « On va arrêter le traitement ». Seulement on a mis les ovaires tellement au repos que les ovaires, ils ne veulent plus repartir. Ou inversement, c'est la maladie qui va repartir, l'endométriose qui repart, et vas-y donc, qu'il va falloir à nouveau reprendre un traitement hormonal spécifique de l'endométriose. Alors, il y en a qui vont vous dire « Mais le mieux, je vais vous opérer, madame ». Et c'est pas idiot, parce que je vais vous enlever, je vais fulguration avec une technique tout à fait particulière, en regardant à l'intérieur du bas-ventre, et on va voir cette zone endométrioïde que l'on va essayer de supprimer. Soit on l'enlève, soit on la brûle, bref, on essaye que tout cela disparaisse pour que cette femme qui veut avoir un enfant puisse l'avoir naturellement. Ce qu'on oublie dans tout ça, c'est d'une part, quelle est la cause réelle de ce reflux tubaire, et d'autre part, que cette inflammation, on peut la réduire, nous allons le voir, c'est pour ça que Jean est avec moi, parce que il y a certainement une visée anti-inflammatoire. De quelle façon créer de l'anti-inflammation sans être obligé de prendre du Doliprane ou de prendre de l'ibuprofène ou de prendre des médicaments qui sont toxiques généralement pour le reste de notre corps qu'on est obligé de prendre régulièrement. Alors la cause, elle est simple. C'est que au niveau de l'utérus, il y a une sortie, c'est le col de l'utérus. C'est par là que nos spermatozoïdes ont le bonheur de passer pour aller retrouver un ovule et que nous ayons enfin l'enfant tant désiré. Mais si vous avez un obstacle sur le col, parce qu'il y a une cervicite, une inflammation du col utérin, qui peut, l'orifice du col, vous savez, il n'est pas bien gros, hein.
on le voit évidemment avec un colposcope pour regarder au fond de la cavité vaginale, mais c'est pas un orifice qui est comme l'orifice au niveau des oreilles, par exemple. Absolument rien à voir. Vous passez simplement, je dirais, la mine d'un stylo bille, ça passe, si vous voulez, mais guère plus. Bon. Donc, normalement, les spermatozoïdes passent et le sang et les cellules endométriales sortent au moment du phénomène des règles et vont vers la sortie. Bien. Mais si vous avez une inflammation du col, ou si vous avez un tampon que la jeune fille de 13 ans, parce qu'elle pense à autre chose, a oublié, qui est plein depuis le début de la matinée, eh bien, qu'est-ce qui va se passer à 17h le soir? C'est tellement plein que le tampon, rempli de sang, est un bouchon de champagne. Si ce bouchon de champagne lié à ce tampon rempli de sang fait obstacle à la sortie du sang et des cellules endométriales, vous allez avoir un reflux tubaire, d'un côté ou de l'autre, parfois des deux côtés, en route vers l'endométriose. C'est pour cette raison que, personnellement, je déconseille formellement l'utilisation des tampons. Alors vous me direz, oui mais toujours, non. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas les mettre, mais il ne faut jamais mettre des tampons au début des règles, parce que c'est là qu'il y a une abondance. Donc, que vous mettiez un tampon à la fin, le dernier jour, quand il y a, disons, très peu d'évacuation, aucun danger. Mais si vous mettez le tampon dès que les règles arrivent, là, vous risquez mécaniquement une obstruction, autant qu'une cervicite et une inflammation du col, et cette obstruction créera un reflux tubaire. Voilà. Alors, le point important maintenant, c'est que quand il y ait ce reflux tubaire, il y a de l'inflammation. Et cette inflammation, nous allons l'entretenir ou alors nous allons trouver la solution pour la réduire. À toi de prendre la parole. C'est vrai que c'est un sujet important. Les habitudes alimentaires, la façon dont on remplit notre assiette au quotidien, ont un impact qui est énormément étudié et de mieux en mieux compris sur notre terrain. On peut avoir un terrain pro-inflammatoire si on a des habitudes alimentaires riches en produits ultra transformés, trop riches en produits animaux, pauvre en vitamines, pauvre en fibres. Donc là, on aura une tendance pro-inflammatoire. Et à l'inverse, quand on a une alimentation riche en fruits et légumes, riche en poissons, en huile végétale, pas trop riche en chair d'animaux, de gros animaux de terre, pas trop riche en produits laitiers, riche en oléagineux, donc ça veut dire qu'on apportera des oméga 3, des vitamines, etc. On aura ce qu'il faut pour que notre système immunitaire, qui est le grand gouverneur de l'inflammation, soit capable d'éteindre un feu inflammatoire plus efficacement. Donc ça, c'est une première considération très générale qui permet de créer un terrain qui est moins favorable à une endométriose gênante. Alors ça ne veut pas dire que l'alimentation peut régler la question, c'est pas quelque chose qu'on peut dire comme ça, mais on peut réduire l'intensité il y a des publications là-dessus actuellement. Hein. Il y en a, bien sûr. On peut réduire l'intensité de l'endométriose en changeant d'habitude alimentaire. Donc, pour ça, ça veut dire qu'il faut adopter un modèle alimentaire de type méditerranéen, limiter le sucre, choisir l'huile d'olive, l'huile de colza, les noix, les oléagineux, manger du poisson souvent, manger beaucoup de fruits et légumes, ce qui va permettre aussi d'entretenir un microbiote protecteur au niveau de l'intestin, mais il ne faut pas oublier que le microbiote intestinal est en communication anatomique avec le microbiote urogénital. Il y a un microbiote vaginal, la flore de Döderlein, mais il y a aussi un microbiote donc présent dans l'utérus puisqu'il communique avec le reste de l'extérieur. Donc le fait d'avoir un microbiote riche en bactéries pathogènes ne sera évidemment pas favorable à aggraver la chose. Voilà, ça va aggraver la chose, tout à fait. Une autre chose importante, c'est que, comme tu l'as très bien dit et expliqué, ce tissu endométrial qui se trouve dans la cavité abdominale, alors que normalement il devrait se trouver soit au niveau de l'utérus, soit en être expulsé vers l'extérieur, ce tissu endométrial, il est sensible, comme tu l'as dit, aux estrogènes. Or, les estrogènes, elles sont censées, comme toutes les hormones, et particulièrement les hormones stéroïdes, donc dérivées du cholestérol, elles sont censées avoir une durée de vie limitée. Le problème, c'est que cette durée de vie limitée, elle est censée être limitée à la fois par l'intervention du foie, qui va les neutraliser, on appelle ça la détoxication, en deux réactions enzymatiques qu'on connaît très bien. Le foie va donc activer ces hormones et ensuite les neutraliser,
les détoxifier, et ensuite elles vont être éliminées par voie intestinale, donc dans les matières fécales. Eh bien, ce travail de neutralisation de ces hormones stéroïdes que le foie a fait, les bactéries pathogènes sont capables de le défaire. Auquel cas, ce qui se passe, et il y a de très belles études qui montrent ça, ce qui va se passer, c'est que les hormones vont être, si vous voulez, réactivées, vont être absorbées par l'intestin et vont retourner dans la circulation. Et donc, au lieu d'avoir un pic d'estrogène suivi d'une baisse, puis un deuxième petit pic et ensuite une baisse, comme ça se passe normalement, on va avoir une sorte de pic artificiel d'estrogène. C'est-à-dire que la sécrétion d'estrogène diminue, mais l'information estrogénique est encore présente. Autre chose, quand le foie ne fonctionne pas très bien parce que on lui demande trop de travail, peut-être trop d'alcool, peut-être trop de substances plus ou moins toxiques dans notre environnement, le tabac, éventuellement les médicaments qui ont tous une toxicité, même si leur utilité n'est pas à remettre en question, le foie peut avoir des enzymes responsables de la détoxication des estrogènes qui sont surbookées. Auquel cas, il va devoir faire appel à d'autres filières enzymatiques. Oui. Voilà, et le foie travaille trop, en tout cas, une catégorie d'enzymes hépatiques a trop de travail. Donc, du coup, il va utiliser des voies annexes. Sauf que ces voies annexes de la détoxication des estrogènes sont moins performantes et vont produire des dérivés qui seront hyperestrogéniques. Donc, le foie, la santé du foie va avoir énormément d'importance aussi dans la gestion de cette information estrogénique, d'autant que les estrogènes, par nécessité, vont activer certains phénomènes inflammatoires dans l'objectif d'augmenter l'épaisseur de l'endomètre et de favoriser la maturation du follicule. Donc ça, il y a un rôle pro-inflammatoire connu des estrogènes qu'il faut contrebalancer. Donc la durée de vie des estrogènes, elle est dépendante de la santé du foie, du microbiote et des habitudes alimentaires d'une manière générale. Et elle agit sur les cellules de l'endomètre, au bon endroit dans l'endomètre, mais aussi à l'endroit où l'endomètre est allé à l'extérieur, quoi. C'est tout le problème. Du coup, ce que l'alimentation peut apporter, ce qu'un travail de suivi en micronutrition peut apporter, c'est une amélioration du bon métabolisme des estrogènes pour que la phase où l'information estrogénique est la plus dense, la plus importante, soit la plus courte possible. Ce qui est très intéressant aussi bien pour l'endométriose que pour les syndromes prémenstruels où il y a des règles très abondantes, très inflammatoires, etc. Donc on a besoin de travailler sur une alimentation qui génère un terrain qui soit pas pro-inflammatoire, au contraire, et on a besoin d'améliorer le catabolisme des estrogènes par le foie, d'améliorer le transit. La constipation va plutôt jouer dans le mauvais sens. Voilà, donc avoir une alimentation très riche en fruits et légumes, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis une autre chose très importante, c'est que il y a des tissus dont on ne sait pas suffisamment dans le grand public, en tout cas, qu'ils sont capables de produire des messagers ou un message pro-inflammatoire qu'on ne devrait pas trop développer. Et en l'occurrence, le tissu qui est capable de produire des estrogènes et des médiateurs pro-inflammatoires, c'est le tissu adipeux. Tout ça pour dire que l'hyperadiposité, ce qui est la véritable définition de l'obésité, c'est pas juste une question de rapport entre la taille et le poids. On peut avoir des gens qui sont lourds mais peu gras, donc très musculeux, et à l'inverse des personnes qui ont un poids qui semble normal et qui sont peu musclés et qui ont trop de tissu adipeux. Donc l'hyperadiposité favorise justement une endométriose plus dure, plus symptomatique. Donc les symptômes, voilà, toute l'inflammation. Tout à fait. Donc un terrain de surpoids de type hyperadiposité, trop de tissu adipeux, il va avoir tendance à favoriser les troubles menstruels, c'est très connu. Il y a beaucoup de dysménorrhée, donc de troubles du cycle chez les femmes en état d'obésité, et l'endométriose peut faire partie justement des symptômes qui vont augmenter dans ce genre de situation-là. Donc la lutte contre l'obésité, ça n'est pas juste une question esthétique, parce que ce serait une très mauvaise façon de stigmatiser les personnes, ce serait très nocif, très inhumain, mais c'est un problème de santé qui va se manifester entre autres dans le fonctionnement physiologique du système reproducteur féminin. Alors, endométrium ovarien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur l'ovaire s'est développée une lésion endométriale par la greffe de cellules de l'endomètre sur cet ovaire. Et là, que trouve le chirurgien ou le gynécologue? Il trouve, en faisant un prélèvement, on lui dit il y a un ovaire tumoral, on parle d'un endométrium ovarien, avec danger de cancer. Le danger de cancer ne vient pas de l'endométrium en tant que tel.
il vient de l'inflammation continue et régulière sur cet ovaire par l'activité du système endométrial hors de l'utérus, par un ovaire qui fonctionne avec estrogène et progestérone réguliers dans le mois. Bon. Donc le problème, c'est de savoir est-ce qu'il faut enlever cet ovaire ou est-ce qu'il faut le garder s'il y a un risque de cancérisation. Ma réponse est il ne faut pas enlever l'ovaire, il faut pousser, s'il y a un besoin, à la grossesse. Alors ce qu'il y a, c'est que très souvent on vous dit oui mais la grossesse elle n'est pas possible parce qu'il faut calmer toutes les douleurs. Donc c'est là qu'il faut mesurer l'importance de l'endométriose, ses localisations sur l'ovaire et ailleurs, essayer de bien comprendre le côté inflammatoire et gênant, mais ne pas dire à une femme parce que vous avez une endométriose, vous n'aurez pas d'enfant. Ça c'est faux. L'important c'est savoir est-ce qu'il faut intervenir, et à ce moment-là, on enlève les zones qui sont endométrioïdes, ou bien si c'est plus avancé, est-ce qu'il faut maintenir un traitement qui supprime le phénomène des règles et donc l'inflammation pour ne pas avoir la symptomatologie douloureuse. Donc tout dépend de ce que veut la femme. Alors très souvent, ce qui se passe, c'est la maman qui a écrit pour sa fille qui a 14 ans, qui a commencé à mettre des tampons, elle avait 12 ans. Ou bien la jeune femme qui en a 24, 25, qui est jeune mariée, ça fait 2 ans, elle n'arrive pas à avoir d'enfant, et on lui dit endométriose. Savez-vous qu'aujourd'hui, vous avez des gynécologues en France, j'ai des collègues qui ne font que ça. Ils ne font que ça. Et ils pourraient mettre sur leur plaque gynécologue endométriose. Bon, c'est vous dire le nombre de cas qu'il y a. Mais le problème, c'est que les femmes ne sont pas informées. Et c'est pour ça que cette raison que nous faisons une émission comme ça sur ABC Talk, pour que vous puissiez avoir une information qui soit compréhensible, savoir comment vous pouvez fabriquer votre endométriose, et c'est normalement pas le but, et comment vous pouvez la réduire. Alors, le problème maintenant, c'est le problème du cancer de l'ovaire. Est-ce que nous voyons des cancers de l'ovaire liés à l'endométriose? La réponse est oui. Très rare. J'en ai vu. Et ça, c'est pas bon. Pourquoi? Parce que l'ovaire, même s'il est attaché par la trompe, proche du pavillon de la trompe, cet ovaire, il est libre dans la cavité péritonéale. Et comme je l'ai dit, les anses intestinales passent leur temps à le caresser, c'est-à-dire à tourner autour de lui. Et si vous avez là des cellules qui se mettent à chahuter, à devenir des cellules cancéreuses, à partir de l'inflammation dont nous parlons, parce qu'il y a une alimentation qui est catastrophique chez cette personne, alimentation, boisson et tout autour, on va y revenir, à ce moment-là, vous avez des risques de greffe de cellules cancéreuses partout dans la cavité péritonéale. Ça s'appelle une carcinose péritonéale. Ça, c'est pas bon. Or, il n'y a pas besoin d'avoir une endométriose pour faire un cancer de l'ovaire. Il faut savoir que le cancer de l'ovaire, nous l'observons après la ménopause d'une manière générale. Et aujourd'hui, je vais essayer, dans un livre qui va sortir prochainement sur les victoires sur le cancer concernant justement la prévention, je vais proposer, je vais vous l'expliquer, comment on peut faire la prévention du cancer de l'ovaire. C'est pas très compliqué. Le cancer de l'ovaire, il est responsable de la sécrétion d'une protéine particulière qu'on appelle un marqueur, qui s'appelle CA125, 12,5, CA125. CA cancer, et le chiffre 125, pourquoi? Pas 124, je n'en sais rien, retenez 125. Une prise de sang donne tout simplement le taux du CA125. Il est élevé, il signifie qu'il se passe quelque chose au niveau de l'ovaire. Donc il faut contrôler, parce que parfois il y a des erreurs. Parfois on est dans une tranche qui est pas totalement pathologique. Il faut avoir moins de 35 et on a 36. Il ne faut pas s'affoler. Mais on va refaire le taux et de 36, on trouve 32. Bon, donc c'est normal. Bien. Mais si vraiment il faut faire ce dosage, c'est quand? Pour moi, à partir de 50 ans, une femme doit faire tous les ans, comme un homme fait son taux de PSA pour sa prostate. Donc le PSA est à la prostate, ce que les CA125 est à l'ovaire. Tous les ans, la femme fait un dosage du CA125. Alors attention, il ne s'agit pas de dire j'attends le doublement du taux du CA125 comme j'attends le taux du doublement du PSA pour le cancer de la prostate. Non, il faut vérifier qu'il est dans des zones normales. Et deuxièmement, il faut faire une échographie ovarienne. Parce que cette échographie ovarienne vous permet de voir les ovaires.
S'il y a trop de gaz, on ne les voit pas, eh bien on attend que tous ces gaz soient évacués pour faire une bonne échographie ovarienne. Et les ovaires, on mesure la dimension, on voit s'il y a des kystes ou s'il n'y en a pas. Et s'il y a un gros kyste ovarien, prudence. Un gros kyste ovarien, il faut savoir ce que c'est. Donc un gros kyste ovarien après la ménopause, il faut s'occuper de ce kyste et enlever l'ovaire. Vérifier l'autre ovaire. Bon. Et si l'autre ovaire est normal, il n'y a pas de raison de l'enlever. Mais si cet ovaire, quand on ouvre l'intérieur de l'ovaire, on voit des cellules qui sont pas bonnes à l'intérieur de l'ovaire, ça ne veut pas dire simplement que cet ovaire est devenu totalement cancéreux comme l'autre, parce que souvent, ils bossent ensemble, les deux ovaires. Hein. C'est pour ça qu'on dit cancer des ovaires. Et on ne doit pas dire cancer de l'ovaire, parce que quand c'est cancer d'un ovaire, il faut enlever l'autre ovaire. Et donc, la prévention du cancer de l'ovaire, pour moi, c'est deux choses. D'une part, à partir de 50 ans, le dosage du CA125, et d'autre part, l'échographie ovarienne qui permet de voir s'il est morphologiquement normal, s'il n'y a pas d'anomalie. Il m'est arrivé d'avoir même des collaboratrices, quand j'étais en activité chirurgicale, qui, connaissant tout cela, ayant parfaitement compris, arrivant à l'âge de la ménopause, me disent « Monsieur, je veux que vous m'enleviez les ovaires ». Je dis « Attendez, pourquoi voulez-vous que je vous enlève les ovaires ?» Parce que je n'ai pas envie d'avoir un cancer de l'ovaire comme la dame que vous avez opérée hier, qui est arrivée trop tard. Alors, j'ai dit, écoutez, attendez, on va d'abord faire une échographie, on va faire un dosage du CA125. Tout est normal. Pourquoi voulez-vous que je vous l'enlève les ovaires? Ah, mais oui, mais je suis à la ménopause maintenant, mes bouffées de chaleur, j'en ai un peu, mais je les règle, donc j'ai pas envie d'avoir... Donc, vous voyez, il y a une obsession de la personne qui a vu une autre du même âge qui est passée par le cancer de l'ovaire, et elle a bien raison, c'est pas très agréable. Alors, aller enlever les ovaires systématiquement à la ménopause, non, je suis totalement opposé à ça, c'est totalement abusif. Parfois, vous avez des personnes qui peuvent vous harceler tant que vous n'avez pas enlevé leurs ovaires, mais on peut trouver des moyens pour les calmer et leur expliquer un peu les choses. Donc, ça veut dire quand même que le domaine de la nutrition, et nous arrivons à la pro-inflammation et à l'anti-inflammation, reste un point essentiel. Alors, Jean, j'ai 16 ans, je m'appelle Julie, j'ai 24 ans, je m'appelle Madame Dupont, et dans les deux cas, j'ai une endométriose ovarienne. Je veux pas avoir de cancer de l'ovaire. Je veux avoir un bébé, pas à 14 ans, mais j'en ai 26, avec mon mari. On n'y arrive pas. Qu'est-ce qu'on fait? Petit déjeuner, repas de midi, repas du soir. Déjà, commencer chaque petit déjeuner avec un fruit frais de saison. Voilà. Manger une poignée d'oléagineux à chaque petit déjeuner et ensuite manger... Donc des noix. Ça peut être des noix, des noisettes, des amandes. Faut pas hésiter à varier, mais les oléagineux ont beaucoup d'intérêt, même s'ils sont gras. C'est du bon gras. C'est pas des mauvaises calories. C'est pas des calories qui font grossir. C'est des aliments qui seront même pas utilisés à des fins caloriques, en fait. Hein. Oui, Ce sera utilisé pour fabriquer des membranes, pour le cerveau qui en a besoin, etc. Et manger une bonne source de protéines en plus de ce que les oléagineux ont apporté. Donc les œufs, j'aime beaucoup recommander les œufs parce que il y a énormément d'œufs tous les jours. Hein. Oui, pourquoi pas. Il y a énormément de nutriments intéressants dans le jaune d'œuf. Le cholestérol qu'il y a dans le jaune d'œuf est excellent pour la santé. Il n'a aucun danger cardiovasculaire. Maintenant, c'est quelque chose qui est un consensus dans la littérature scientifique qui est très clair. Voilà. Et puis limiter les aliments qui sont glucidiques. Éviter les petits déjeuners sucrés. Type c'est pas ma tasse de thé. Voilà, il y a d'autres marques. Mais la tasse de thé, tu la permets quand même au petit déj. La tasse de thé sans sucre. Moi, je prends du cacao. Hein. Un café de qualité sans sucre, un cacao sans lait. Très peu sucré. Le lait, il y a peu de gens qui le digèrent véritablement bien et c'est pas absolument indispensable. Donc voilà, tout le calcium que vous avez dans les oléagineux sera largement plus intéressant que celui que vous apporterez dans le lait, qui en contient certes beaucoup. Un petit morceau de fromage. Voilà. Pourquoi pas? C'est intéressant, surtout pour les protéines en fait. D'accord. Un morceau de fromage, plutôt fromage sec qui est plus digeste. Chèvre. Chèvre, brebis, un produit de qualité issu d'animaux qui ont mangé de l'herbe. D'accord. Voilà, pas de l'industriel de préférence, c'est déjà bien meilleur. Un Roquefort de l'Aveyron. Pourquoi pas? Oui. Pourquoi pas? Je pense que des exemples comme ça avec des appellations d'origine protégée, on pourrait en citer beaucoup. Sympa, ouais. Voilà, en Franche-Comté, on a pas mal de belles choses aussi. Donc du côté vieux, hein. Oui, alors plus le fromage a vieilli, plus il est digeste en général. Et parce moins que le fromage, explique-nous ça, c'est vivant le fromage. Il y a beaucoup de micro-organismes qui travaillent dedans, même pour une pâte cuite. Il y a des bactéries, il y a des micro-levures. Il y a un microbiote. Il y a un microbiote dans le fromage qui va progressivement commencer à le prédigérer. Est-ce qu'il y a des levures? Il y en a, oui, bien sûr, tout à fait.
tout à fait. Donc c'est important d'avoir un produit qui soit vraiment issu d'un véritable artisanat, qui peut être sur des dimensions industrielles, mais d'un véritable artisanat. Donc chercher des appellations d'origine protégée. Le Jura, quoi. Pas que le Jura, toute la France produit des fromages depuis la nuit des temps. On est le pays à plus de 300 fromages, on n'est pas les seuls. Donc vouloir s'en passer absolument, ça concerne relativement peu de personnes. Je suis pas du tout un opposant à la consommation de produits laitiers. Je pense que rien n'a jamais démontré qu'il soit indispensable. Il faut en faire un usage raisonné, aller chercher un produit de qualité. Attention aux addictions, voilà. Voilà. C'est bon, il y a plus addictif que ça. Faut se méfier du sucre, par exemple, en parlant de produits addictifs. Et ensuite, sur les repas de midi, la principale source, alors toujours commencer avec des crudités de saison. Salade. Petite salade. Là, on arrive sur les tomates. Tomates quand elles sont de saison, concombres. Verdure. Oui, il en faut beaucoup. C'est très riche de beaucoup de micronutriments. C'est riche de vitamine C, de différents types de caroténoïdes, de polyphénols. Assaisonnez-les avec soit de l'huile d'olive qui est très intéressante. J'ai encore vu un article hier, je crois, qui montre que la consommation d'huile d'olive réduit les risques de certains cancers du sein. Donc c'est un élément supplémentaire qui montre que la qualité des graisses est déterminante. Tu m'enverras ce papier. Je me demande si je te l'ai pas déjà envoyé. J'ai pas vu. Et puis les huiles à oméga 3, c'est très important parce que une huile comme l'huile de colza, elle contient différentes formes de la vitamine E, donc tocophérol et tocotriénol, et elle contient des oméga 3, donc c'est une huile très anti-inflammatoire. Huile de colza bio, vierge, première pression à froid. Tu fais du 50-50, huile et colza ensemble? Alors, huile d'olive, huile de colza, je préfère utiliser l'huile de colza un peu seule. En tout cas, concernant la quantité qui est recommandée, on est sur un minimum syndical de 2 cuillerées à soupe par jour, mais souvent, ça peut être un peu juste. Pour un adulte. Pour un adulte, ouais. Donc, on sera entre 2 et 4 cuillerées à soupe par jour. Voilà. Et donc, ensuite, sur l'assiette principale, beaucoup de légumes, pas trop de féculents. Les féculents, ceux qui en ont le plus besoin, c'est les personnes qui sont très actives physiquement. Les personnes qui sont sédentaires ont plutôt intérêt à les limiter parce que ça favorise la production d'insuline et ça favorise la prise de poids. Donc, plutôt des produits riches en fibres ou alors combinés avec des légumes. Évidemment, les légumineuses sont tout à fait recommandées au moins 2-3 fois par semaine parce qu'elles contiennent énormément de nutriments intéressants et parce que elles contiennent à la fois des protéines végétales, beaucoup de vitamines, de minéraux, d'oligo-éléments. Bien sûr. C'est très très complet, c'est parmi les bonnes fibres. Vrais super aliments, beaucoup de fibres, c'est pas très trop cuit, hein. Il faut les faire tremper 12 à 48 heures avant de les cuire, c'est largement préférable. Tous, faut les faire tremper suffisamment longtemps pour les rendre plus digestes et ensuite pas en manger une assiette complète d'un coup. Faut l'associer à d'autres choses. Les mastiquer, voilà, tout à fait. Mais ils apportent beaucoup de choses très intéressantes et ils ont un index glycémique très bas. Et puis, concernant les sources de protéines, poisson, volaille en priorité parce que ce sont des sources d'oméga 3. Voilà. Puis ensuite, sur le repas du soir, il faut avoir un repas qui soit plutôt très végétal, plutôt léger. Fruits, légumes, soupe, salade selon la saison, les assaisonnements oméga 3, on en profite pour les remettre aussi au repas du soir, et une petite ration de protéines si vraiment vous avez faim ou si vous avez eu beaucoup d'activité physique sur la fin de journée, mais un repas qui vous demande pas trop de travail de digestion histoire que vous puissiez dormir parce que pendant le sommeil, les cellules de l'immunité vont se reproduire et vont contribuer à la régulation de l'inflammation. Le manque de sommeil, selon les besoins de chacun, qui sont individuels, le manque de sommeil favorise un phénomène inflammatoire chronique. Jean, dernier point, fertilité. Docteur, je veux avoir un bébé. Mon mari, on a vérifié, il a des spermatos au plafond, et moi, j'arrive pas à ovuler correctement ou à faire qu'il y ait une véritable jonction entre un spermato de mon mari et un ovule à moi. Est-ce que vous pouvez m'aider à faire repartir un petit peu mes ovaires pour qu'ils travaillent dans le bon sens pour ce bébé que nous attendons depuis tant de temps? Alors, si l'alimentation ne peut pas modifier la réserve ovarienne de follicules, elle est capable d'améliorer le fonctionnement des hormones régulatrices de la fécondité et du cycle féminin. Donc, de cette façon-là, on peut tout à fait contribuer à une amélioration de la fertilité. C'est important de faire un bilan alimentaire suffisamment poussé pour regarder si les habitudes alimentaires ont besoin d'être modifiées. Souvent, c'est le cas. Et la modification de ces habitudes alimentaires, c'est quelque chose de tout à fait profitable parce que les jeunes femmes qui sont en désir d'enfant sont très à l'écoute. Les futurs papas le sont aussi de plus en plus, ce qui est une bonne chose, même s'ils ont Ils se réveillent. Ils se réveillent, c'est une bonne chose.
le fait de changer les habitudes alimentaires, comme c'est associé à un désir qui est très profond, parce que l'instinct maternel est quelque chose d'absolument insondable et totalement fascinant, et le désir d'enfant est quelque chose à la fois de vertigineux et parfois tragique, ça marque psychologiquement. Donc le changement d'alimentation va durer dans le temps. Et il va être intéressant pour la préparation de la grossesse, pendant la période de l'allaitement, si le choix s'oriente vers un allaitement naturel, ce qui est souhaitable. Et ensuite, ça va profiter à l'enfant lors de la diversification, lors de l'acquisition de ses habitudes alimentaires, lors de l'acquisition de sa palette des goûts, sa palette des saveurs qui se module dès la grossesse. Alors figure-toi, on va terminer par là, que j'étais dans un mariage. Et dans un mariage, on a en général à sa droite une femme et à l'autre, à sa gauche, encore une femme, quoi. Bon, il y en avait une qui me prend en me disant « Je n'arrive pas à avoir de bébé ». Et le mari était de l'autre côté de la table. Bon, et alors, le mari, il essayait d'entendre, mais tu sais, dans les mariages, il y a toujours du bruit. Donc, j'ai donné des conseils à cette femme qui étaient les tiens. Bon. Et puis, bon, après, advienne que pourra, quoi. Eh bien, 1 an plus tard, elle m'envoie la photo du petit qui est né. Elle ne m'a pas dit « vous êtes le père », parce que je ne suis pas le père, mais je suis le conseiller. En réalité, c'est toi qui es responsable. Bon, donc, il y a eu un magnifique bébé, alors que ça faisait 4 ou 5 ans. Tu vois, j'en ai les larmes aux yeux, tellement ça m'a ému, que cette femme n'arrivait pas à avoir de bébé, qu'elle commençait à envisager des manipulations, des PMA, de tout ce que tu voudras, alors qu'il a suffi de lui changer son assiette, de lui faire supprimer des choses qu'elle prenait manifestement à l'excès. Je lui donnais des conseils. Donc ça marche, ton truc. Ça marche. Mais c'est surtout grâce aux patients qui a le courage de remettre en question ses habitudes alimentaires, parce que le travail, c'est eux qui le font. Il faut que la motivation soit là. C'est pas forcément une évidence, mais c'est les patients qui font l'effort. Il faut aussi que le pédagogue soit là pour expliquer les choses et que ça soit bien compris. Bon, au fond, vous avez bien compris que l'endométriose, si vous l'avez, il y a quand même des solutions. Et si vous l'avez pas, faites attention, évitez-la au maximum et ayez les plus beaux bébés du monde. À très bientôt.